L'OTAN déploie en urgence des centaines de drones d'attaque à la frontière avec la Russie et la Biélorussie. Et le président américain Donald Trump a soumis les alliés de l'OTAN à un véritable test de loyauté envers lui personnellement. L'OTAN a décidé de renforcer radicalement son flanc Est avec un réseau de milliers de drones, de capteurs et de satellites, tous reliés par l'intelligence artificielle. Et ce réseau surveillera les menaces le long de toute la frontière de l'Alliance avec la Russie et la Biélorussie, de la Finlande du Nord jusqu'à la mer Noire. Et dans ce contexte, il s'est avéré que Washington a envoyé un questionnaire aux alliés de l'OTAN qui évalue en fait le degré de loyauté personnelle de chaque pays envers Donald Trump, avec des questions directes sur les initiatives au Moyen-Orient et dans l'hémisphère occidental. En gros, soit les alliés seront personnellement loyaux envers Donald Trump, soit les États-Unis retireront immédiatement leurs troupes du pays et refuseront de défendre l'allié de l'Alliance. En somme, analysons les deux histoires, car elles forment un tableau assez inquiétant. De l'Alliance de l'Atlantique Nord, qui en même temps se prépare à la guerre contre la Russie, et en même temps se fissure de l'intérieur à cause de la position d'un président américain. Je m'appelle Alexei Pesci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demanderai ceci. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et les coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo, ou en utilisant la fonction de parrainage sur YouTube. Sous cette vidéo, cliquez sur le bouton Parrainer, choisissez l'option qui vous convient le mieux, je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Alors commençons par les drones de l'Alliance de l'Atlantique Nord. L'OTAN étudie actuellement l'utilisation de drones soutenus par l'intelligence artificielle dans le cadre d'une initiative de dissuasion sur le flanc Est. Le système doit détecter les violations des frontières des pays de l'Alliance de la part de la Russie et de la Biélorussie et devenir le premier échelon de défense. Les données provenant de différentes sources seront fusionnées. Par exemple, lorsqu'un drone détecte un ennemi, l'intelligence artificielle pourra comparer l'information avec des images satellites, les données des capteurs et des radars, et en quelques secondes à peine, transmettre cette information aux alliés de l'OTAN. Et les commandants pourront immédiatement choisir les forces pour répondre, c'est-à-dire faire décoller l'aviation, engager la défense aérienne et, en général, déterminer quelles forces peuvent être engagées. Au sein même de l'OTAN, ce concept est appelé Kill Web, c'est-à-dire un réseau de destruction. Il implique la transmission directe des données aux opérateurs. En contournant cette longue chaîne allant de la ligne de front au commandement, où l'on étudie puis transmet à nouveau la mission à exécuter vers la ligne de front, ce chemin est donc raccourci. Auparavant, l'information passait par de nombreux intermédiaires, mais aujourd'hui, elle peut aller directement d'un capteur, d'un drone, au moyen d'action. Et à votre avis, à qui l'OTAN a-t-elle emprunté cette idée ? Exactement, aux forces armées ukrainiennes. La plateforme est créée à Wiesbaden, en Allemagne, avec la participation de militaires des États-Unis, du Canada, de la Lituanie, de la Pologne, de l'Allemagne et d'autres pays, en consultation avec l'Ukraine. Et ce système doit relier les systèmes de commandement des alliés et assurer l'échange de données en temps réel. En Ukraine, il existe un tel système appelé Delta, c'est-à-dire qu'en cas d'attaque de la Russie contre n'importe quel pays de l'OTAN, l'information sur l'attaque apparaît immédiatement. Elle sera transmise à Wiesbaden et des mesures de riposte peuvent être prises en 5 minutes maximum. Un autre détail. Le major de l'armée américaine Ben Schiff a expliqué que le système doit avant tout automatiser les parties les plus ennuyeuses du vol. Eh bien, par exemple, le contrôle manuel prolongé d'un drone lorsqu'il plane au-dessus du champ de bataille à la recherche de cibles. Désormais, ce sera l'intelligence artificielle qui s'en chargera. Et donc à Wiesbaden, ils utilisent déjà l'impression en 3 dimensions pour développer des drones. Et selon Schiff, de nouvelles pièces peuvent être fabriquées et testées le jour même, alors qu'auparavant, le développement et les essais prenaient des mois. Je tiens à souligner encore une fois qu'en Ukraine, cela se pratique déjà depuis assez longtemps et il n'y a rien de nouveau pour les Ukrainiens. Mais pour l'OTAN, les membres de l'OTAN découvrent littéralement l'Amérique. Ils disent « Vous vous rendez compte, on peut imprimer un drone le jour même et le tester immédiatement. Il n'est pas nécessaire de passer par toute cette chaîne bureaucratique. » En gros, si l'OTAN met en œuvre cette stratégie,
Vladimir Poutine aura de moins en moins de chances de mener une provocation militaire contre l'OTAN. Mais le problème, c'est que même si de l'extérieur, l'OTAN ressemble enfin à une force qui réagit de manière proactive aux menaces, à l'intérieur, tout est loin d'être aussi simple. Washington, qui procède actuellement à une révision de ses propres troupes en Europe, a envoyé un questionnaire aux alliés de l'OTAN dont Bloomberg a pris connaissance. Et voilà que le média rapporte que le document pose des questions. Le pays a-t-il exprimé publiquement son soutien à la politique étrangère des États-Unis d'Amérique ? Et quelles restrictions a-t-elle imposées à l'utilisation de ces bases militaires par les troupes américaines pendant la guerre contre l'Iran ? À l'aide du questionnaire, Washington essaie également d'évaluer si les pays dépensent des fonds pour acheter précisément auprès d'entreprises américaines de défense. Se sont-ils exprimés publiquement contre les réglementations qui entravent la conclusion de contrats précisément avec des entreprises américaines ? Et si ce n'est pas le cas, sont-ils prêts à le faire ? Et enfin, Washington essaie de savoir, le pays a-t-il démontré sa compatibilité avec l'approche que le ministre de la Guerre américain, Pete Hegseth, avait formulée dès le mois de mai, à savoir, je cite, « fermement, clairement, discrètement ». Je rappelle qu'au sommet asiatique sur la sécurité, le dialogue Shangri-La, Pete Hegseth avait alors déclaré que les États-Unis abordaient la question de l'équilibre militaire, je cite, « non pas du point de vue d'une confrontation inutile, mais d'une force réfléchie et mesurée. Notre position est forte, discrète et claire. Claire concernant nos intentions, nos priorités et notre capacité à atteindre les objectifs de l'administration Trump. Le contexte de ce questionnaire de Washington est tout à fait direct. Cet été, Pete Hegseth, je le rappelle, a annoncé que les États-Unis allaient procéder à une révision pour déterminer combien et quel type de troupes devraient rester en Europe. Celle-ci doit être achevée dès décembre. Les pays de l'OTAN se préparent à une réduction significative du soutien américain, allant du nombre de troupes stationnées en Europe aux ressources militaires que les États-Unis pourraient fournir à l'Alliance en cas d'attaque. Et c'est ici qu'apparaissent des détails importants et concrets. Washington a déjà clairement démontré comment il lie la loyauté politique à l'aide militaire. Je rappelle que dès le 3 mai de cette année, le Pentagone a annoncé le retrait de 5000 militaires américains d'Allemagne. Il s'agit d'une brigade Stryker provenant des terrains d'entraînement de Grafenwöhr et Wilczek. La raison officielle du retrait des troupes américaines est la rhétorique inappropriée et inutile de l'Allemagne sur fond de désaccord concernant la guerre avec l'Iran. En d'autres termes, ils disent clairement « Écoutez, là-bas ils sont allés contre la volonté de Trump, on retire les troupes. C'est tout. C'est tout. » À ce moment-là, Trump a personnellement menacé, je cite, « Nous allons réduire bien plus que 5000 soldats », en ajoutant la menace d'augmenter les droits de douane sur les voitures européennes jusqu'à 25%, et de revoir la présence militaire en Italie et en Espagne. Par ailleurs, la partie américaine a refusé de déployer des missiles de croisière Tomahawk en Allemagne. Ce refus a été expliqué par la crainte que la Russie considère leur déploiement comme une escalade. Dans cette même logique, la punition et la récompense s'inscrivent également. Un exemple précis. Donald Trump a promis d'envoyer des troupes supplémentaires en Pologne en se référant directement à l'élection du nationaliste Karol Nawrocki comme président de la Pologne. Oh, ce président me plaît. Donc nous allons envoyer plus de troupes là-bas. Pourtant, je souligne que Trump n'a toujours pas envoyé de troupes en Pologne, jusqu'à présent. Bon, c'est juste en passant. La réaction des pays européens au questionnaire lui-même a été sans surprise, très ferme. Les pays européens qui l'ont reçu ont refusé de répondre aux questions, considérant le document comme une tentative de les forcer à adopter une certaine position idéologique en échange de la protection des États-Unis. Le point du questionnaire concernant le soutien public à la politique étrangère des États-Unis est particulièrement révélateur. Il demande directement l'avis des pays sur toutes les initiatives de Donald Trump, au Moyen-Orient et dans l'hémisphère occidental. Et dans les deux cas, lors de la capture du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro et lors du début des actions militaires contre l'Iran en février de cette année, Trump a agi sans informer au préalable les alliés de l'OTAN. Et dans le second cas, celui de la guerre avec l'Iran, je rappelle que certains pays ont même imposé des restrictions totales ou partielles
à l'utilisation de leurs bases par les avions américains pour des opérations contre l'Iran. Et c'est précisément pour cette raison que le document demande directement si le pays a imposé une telle interdiction et s'il est prêt à assouplir ou à lever ses restrictions en échange de certains avantages de la part de Donald Trump. Au final, d'un côté, l'OTAN construit un système technologique de dissuasion contre la Russie. Il s'agit d'un réseau composé de milliers de drones, de capteurs, de radars, de satellites, avec un temps de réponse de 5 minutes le long de toute la frontière orientale. Là-bas, de la Finlande jusqu'à la mer Noire, avec la participation de plusieurs alliés en même temps. D'un autre côté, cette même alliance, qui est censée protéger tous ses alliés, en même temps leur présente une facture personnelle pour leur loyauté politique envers un président en particulier. Jusqu'à la question directe de savoir si ce pays a personnellement soutenu les opérations militaires de Trump au Moyen-Orient et dans l'hémisphère occidental. On obtient ainsi une alliance qui, techniquement, se prépare à faire face à une menace venant de l'Est en 5 minutes. Mais, politiquement, elle peut commencer à se désintégrer de l'intérieur dès maintenant. Parce que, soyons honnêtes, la loyauté envers une seule personne, et non envers les engagements communs de l'Alliance Atlantique, devient en quelque sorte une monnaie d'échange, pour laquelle on paie avec de vraies troupes et de vrais armements. Donald Trump dit « Je me fiche complètement de la charte de l'OTAN ». Oui, il y a des engagements clairement définis dans cette charte de l'OTAN, mais non. Désormais, la principale monnaie d'échange, c'est la loyauté envers le président américain. Eh bien, il me semble que l'administration de Donald Trump est allée un peu trop loin dans ce jeu. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.